Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal hebdomadaire dont voici les grandes lignes. Au Bénin, le gouvernement donne une conférence de presse sur la loi sur la chefferie traditionnelle. Lutte contre le paludisme au Bénin, un point sur ce fléau qui persiste malgré les promesses d'éradication. Éducation pour finir, l'État béninois met en place de nouvelles directives en ce qui concerne les frais de scolarité au Bénin. C'est tout pour le titre, les détails juste après. Récemment promulguée, la loi sur la chefferie a créé des controverses auprès de l'opinion publique. Loi sur la chefferie traditionnelle pour certains et cadre juridique des royaumes pour d'autres. Les compréhensions sont variées. Élément de réponse dans ce reportage. Dans une prérogative constitutionnelle et dans la volonté de révéler le potentiel culturel du pays, le chef de l'État, Patrice Talon, a promulgué la loi 2025-09 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. À cet effet, une conférence de presse a été organisée ce vendredi 25 avril afin d'apporter des éclaircissements sur les points d'ombre encore existants à propos de cette loi. La loi apporte une avancée significative qui entend faire jouer désormais à la chefferie traditionnelle le rôle qui est le sien dans l'édification d'un Bénin nouveau qui s'appuie sur son patrimoine pour aller à la rencontre des défis contemporains. Avec la précieuse contribution de la commission d'experts, nous avons retrouvé à l'arrivée, disais-je, 16 royaumes. C'est l'article 5 de la loi parlant des entités centralisées, 80 chefferies supérieures pour évoquer les entités moyennement centralisées, dépendantes ou non, c'est l'article 6, et 10 chefferies coutumières en référence aux entités acéphales où pouvoir cultuel et pouvoir temporel sont cumulés, c'est l'article 7 de la loi. Et enfin, les chefferies communautaires qui désignent toute organisation sociale traditionnelle non répertoriée dans les 3 catégories précédemment citées. C'est l'article 8. La loi ne remet pas en cause la légitimité de toutes les chefferies non prises en compte dans ce processus. Cependant, les critères sont objectifs pour être considérés comme un royaume. On a parlé de chefferie traditionnelle. On n'a pas dit que c'est une loi qui porte cadre juridique des royaumes. On a dit de la chefferie traditionnelle. Donc dans la chefferie traditionnelle, il n'y a pas que des royaumes. Donc vous pouvez être un chef traditionnel et ne pas remplir tous les critères pour être considéré comme roi. Mais néanmoins, vous demeurez un chef traditionnel. Et c'est ça qui amène la classification des chefs supérieurs. Si vous n'êtes ni royaume, ni chefferie supérieure, ni chefferie coutumière, vous êtes ipso facto dans la chefferie communautaire. Donc nous ne découronnons personne. Je le redis, nous ne découronnons personne. Si quelqu'un, depuis 6 mois, depuis 6 ans, depuis 60 ans, se promène avec tous les attributs de roi, ou en tout cas il était présumé roi, aujourd'hui nous ne lui disons pas, il ne faut plus vous promener avec les attributs. On dit tout simplement, vous n'êtes ni chef supérieur, ni chef coutumier, ni roi, vous êtes chef communautaire. Si c'est graduel, et qu'aujourd'hui je dis qu'il y a 16 royaumes, et que vous dites qu'il fallait ne pas être rigide, est-ce parce que je vais espérer que dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je sois à 50 royaumes, puisque ce n'est pas à l'État de créer un royaume. Nous avons constaté les royaumes. Et il ne nous a pas échappé que nous ne sommes plus dans un royaume. Donc, vous ne voulez quand même pas que ce soit les rois qui soient au-dessus de l'État. Nous sommes en République. C'est parce que nous estimons qu'ils sont détenteurs d'un patrimoine immatériel, détenteurs de la connaissance de nos us et coutumes, et qu'ils ont un rôle à jouer dans cette valorisation de notre patrimoine, de notre histoire, de notre culture, que la Constitution l'a constaté d'abord, et que maintenant nous déclinons à travers la loi. On va prendre après des décrets et des arrêtés pour opérationnaliser. L'interdiction est formelle, définitive et catégorique en ce qui concerne la politique. Donc les rois ne doivent pas adhérer à un parti politique et ne doivent pas être des élus. Mais les rois demeurent des citoyens.
Donc on ne dit pas qu'un roi ne doit pas voter. On ne dit pas qu'un roi ne doit pas avoir son opinion. Mais on dit qu'un roi ne doit pas être actif sur la scène politique. Quels sont les royaumes qui existaient à l'arrivée du colonisateur? C'est sur cette base que la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin a mené son enquête. De plus de 300 rois autoproclamés, le Bénin passe désormais à 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Nous avons travaillé 2 ans, sinon presque 3 ans. Mais on ne va pas poser des questions dont on a déjà les réponses. Donc nous avons mis sur pied dans la commission des sous-commissions qui sont allées dans toutes les régions du Bénin. Le colonisateur est venu dans ce pays en 1894. Ils ont pris tout le sud. 1897, ils sont allés dans le nord et ils nous ont vaincus. La commission s'est préoccupée de savoir à cette date précise quels sont les royaumes et les chefferies qu'il y avait à cette période-là. Et on a identifié ces royaumes et ces chefferies. Le colonisateur est arrivé, il a nommé des agents, ses propres agents administratifs pour diriger sa colonie. Il a nommé donc des chefs qu'il a appelés des chefs cantons et autres dans tout le Bénin, le territoire du Bénin, ce qu'on appelait Dahomey à l'époque. Lorsque le colonisateur s'est senti à l'aise dans sa colonie, il a mis fin officiellement par décret à tous ces chefs cantons-là. Nous avons été jusqu'à aux archives nationales et nous avons photocopié les décrets qui les ont fait chefs cantons et nous avons photocopié les décrets qui les a démis de leur fonction de chef canton. Je pense que c'est ça qui est scientifique. La démarche n'est ni sociale, ni politique, mais purement scientifique. L'État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi. Débouchons sur la santé le 25 avril, journée internationale de lutte contre le paludisme, souligne la gravité de la situation en Afrique. En 2023, plus de 263 millions de personnes ont été infectées, causant près de 600 000 décès. Malgré les promesses d'éradication d'ici 2030 et des progrès comme des moustiquaires à double insecticide et un nouveau vaccin, la résistance des moustiques et des parasites demeure un défi majeur. Le gel des financements par l'administration Trump complique les efforts. La saison des pluies approche et sans soutien financier, 15 millions de cas supplémentaires sont à craindre. Retour en culture, la reddition des comptes au ministère du Tourisme et de la Culture des Arts a été l'occasion de mettre en lumière les avancées notables du Bénin dans le secteur audiovisuel. Même si le Bénin multiplie les initiatives pour dynamiser son industrie de l'écran, l'adoption du code de la cinématographie se veut primordiale. Suivez ici les efforts engagés dans ce secteur en pleine effervescence. On va parler un peu cinéma, monsieur le ministre. On sait qu'au nombre des tests dont l'adoption tarde à venir figure le code de la cinématographie. À l'heure où beaucoup de choses se font pour le cinéma béninois, quel est le sort qui est réservé à ce code, monsieur le ministre? C'est vrai, vous avez raison, ce code tarde à sortir, mais vous savez, dans cette difficulté, je pense que finalement, on a pu en tirer une chance. Je vais vous dire pourquoi. Ça nous a permis, le fait d'avoir tardé un peu, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir un projet qui a pris en compte toutes les avancées technologiques et toute la modernisation de cette industrie du cinéma, qu'on appelle d'ailleurs désormais industrie de l'écran, parce qu'il n'y a pas que le cinéma, comme le sait le grand écran, sur vos smartphones, sur vos tablettes également, vous avez des possibilités évidemment d'avoir du contenu. Donc ce texte qui est aujourd'hui prêt
et qui va certainement, dans les prochaines semaines, ça va passer par le Conseil des ministres, bien évidemment, le projet, et atterrir sur la table du président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est vraiment prêt aujourd'hui et on doit pouvoir se doter de cet outil important. C'est un outil essentiel parce que nous avons beaucoup d'ambition en matière de cinéma. Vous savez qu'en matière de cinéma, déjà, sans même avoir cet outil, que le Bénin a déjà posé un certain nombre d'actes importants. Vous savez que c'est le Bénin qui a cofinancé le film Dahomey de Mati Diop, qui a remporté l'Ours d'Or. Au Berlinade. Ouais. C'est le Bénin qui a également cofinancé la série qui a été produite et diffusée sur Canal Black Santiago Club, où il y avait quand même 8 épisodes, 450 acteurs, principalement des Béninois. C'est également le gouvernement du Bénin qui, à travers A+, aujourd'hui, disons, a produit Apparence, qui passe en ce moment et que les Béninois ont beaucoup aimé. 100 épisodes, 250 acteurs, principalement des Béninois. Nous sommes en ce moment en train de travailler avec le plus grand diffuseur de contenu en Europe, le groupe Media One, avec qui nous avons signé pour la création, la diffusion de Le meilleur est à venir, qui est une série de 220 épisodes où c'est des Béninois qui écrivent les scénarios et là également, disons, ça a permis d'amener la jeunesse à un certain niveau de renforcement de capacité. Nous sommes en ce moment en train de travailler pour transformer le site de l'ancien British American Tobacco dans Ouida en studio de cinéma, et nous avons des partenaires déjà pour cela. Donc oui, nous avons un certain nombre de choses à faire, et je vais vous dire pourquoi c'est tellement important le cinéma. Il y a deux choses essentielles. Tant que nous n'aurons pas le cinéma, l'audiovisuel en général, les médias en particulier, que nous maîtrisons nous-mêmes, c'est toujours d'autres qui vont nous raconter notre histoire, à leur manière. Donc nous avons besoin de cela pour que le Bénin puisse maîtriser son narratif. Pour que le Bénin puisse dire c'est quoi le Bénin, pour que le Bénin puisse apporter sa contribution au monde. Parce que sinon, les autres n'ont pas intérêt à nous valoriser au niveau exact où nous sommes. Ils ont tendance toujours à se valoriser eux. Donc nous avons besoin, nous, de nous valoriser. Il faudrait que demain, l'ORTB ou une autre chaîne soit une référence en Afrique et que tout le monde veuille regarder l'ORTB de la même façon que nous, aujourd'hui, nous courons pour regarder des chaînes étrangères que je ne citerai pas. De la même façon, il faudrait que nous puissions, quand on fait The Woman King qui parle du Bénin, et on est tous fiers, il faudrait que nous puissions produire 2, 3, 4, 10, 20, 50 The Woman King, qu'on puisse produire des films, des documentaires qui parlent de nos héros, de notre patrimoine. On doit vendre ça à travers les contenus, parce qu'il n'y a pas que le cinéma, et cela est absolument important d'avoir des créateurs de contenu, et pour cela, aujourd'hui, Semecity fait un travail extraordinaire, et je voudrais ici féliciter tous les jeunes qui y sont et qui ont commencé déjà à faire ce travail, et féliciter évidemment toute la direction de Semecity qui fait un travail que les gens ne voient pas au quotidien, mais qui va permettre au Bénin de tenir sa place dans les années à venir. Le terminal de Sémékodi a franchi une étape importante avec l'exportation de plus de 17,7 millions de barils de pétrole brut. Cette réalisation souligne l'efficacité des infrastructures et la gestion optimale des ressources. Les exportations renforcent non seulement les revenus nationaux, mais attirent également des investissements étrangers dans le secteur énergétique. La collaboration entre les autorités et les entreprises pétrolière est essentielle pour maintenir cette dynamique positive. Cependant, la bonne gestion des opérations au terminal est un facteur clé. D'abord, elle garantit une fluidité dans les exportations et minimise les pertes. Ensuite, la collaboration entre les autorités et les entreprises pétrolières est primordiale pour maintenir cette tendance positive. Enfin, l'avenir semble prometteur pour Sémékodi avec une augmentation continue des volumes exportés. Le terminal pourrait devenir un pilier central de l'économie
pétrolière du pays. Les prochains mois seront déterminants pour pérenniser cette réussite et optimiser les bénéfices économiques associés. Éducation à présent, le gouvernement du Bénin a récemment mis en place une directive interdisant le renvoi des élèves pour défaut de paiement des frais de scolarité pendant les périodes d'examen ainsi que la saisie de leur dossier scolaire. Annoncé par le porte-parole du gouvernement lors d'un conseil des ministres, cette mesure vise à garantir un accès équitable à l'éducation, notamment en période d'examen de fin d'année. Le gouvernement du Bénin a récemment annoncé une mesure significative visant à garantir l'accès à l'éducation pour tous les élèves en interdisant le renvoi des élèves pendant les compositions et la saisie de dossiers pour défaut de paiement des frais de scolarité à l'approche des examens de fin d'année. Cette décision révélée lors du Conseil des ministres du 16 avril marque une étape importante dans la promotion de l'équité éducative dans le pays. Il y a une pratique qui a été enregistrée dans notre pays, qui ne date pas de maintenant, à savoir que dans les établissements publics ou privés, surtout privés, lorsque les parents d'élèves ne se sont pas acquittés des frais de scolarité de leurs enfants, les établissements, à l'occasion des devoirs composés, renvoient les enfants chez eux pour mettre la pression sur les parents. D'autres, à l'occasion du dépôt des dossiers pour les examens de fin d'année, mettent la pression sur les parents en s'abstenant de transmettre les dossiers de leurs enfants candidats. Et donc la note que vous évoquez avait pour objectif de rappeler aux responsables d'établissements, publics comme privés, qu'il est interdit de renvoyer les enfants chez eux en les empêchant de prendre part aux compositions ou de s'abstenir de transmettre leur dossier d'examen pour mettre la pression sur leurs parents. Cela est interdit et ça n'est pas nouveau. Du reste, dès 2017 déjà, nous avons fait les premiers rappels dans ce sens. Plusieurs notes de service, des arrêtés ont été pris pour rappeler les responsables d'établissement à leurs obligations. Dans un contexte où l'éducation est souvent entravée par les considérations financières, cette initiative a été saluée par de nombreux acteurs du secteur éducatif et des parents d'élèves. Quelques parents rencontrés dans les rues de Cotonou se prononcent. Je pense que c'est quand même louable une telle décision parce que ça permet quand même aux parents de ne pas voir leurs enfants être envoyés ou bien vivre des préjugés à l'école avec les autres camarades. Cette décision est très bonne et ça soulage beaucoup des parents qui n'ont pas les moyens. Donc ça peut nous soulager nous tous. Et en tout cas, ça nous avantage. Nous tous, nous qui sommes les parents en fait. Moi-même là, je suis un parent d'élève. Nous avons beaucoup de difficultés par rapport à nos moyens financiers surtout. Donc, si le gouvernement prend cette décision, certainement le gouvernement aussi voit que bon, il faut aussi aider les parents. Parce que ce n'est pas normal que le jour de l'examen ou à l'approche des examens, qu'on saisit les convocations de l'élève pour ne pas composer ou le jour il compose et c'est le jour-là on va le renvoyer. La décision du gouvernement béninois d'interdire le renvoi des élèves pour défaut de paiement est un pas vers une éducation plus inclusive. Elle met en lumière les attentes et les préoccupations suscitées par cette nouvelle directive, révélant ainsi l'importance d'un dialogue continu entre le gouvernement et la communauté éducative pour construire un avenir meilleur pour tous les enfants au Bénin. Notre mesure ne vise pas à priver les établissements des ressources qui leur permettent de tourner et de délivrer les enseignements aux enfants. Elle ne vise pas non plus à permettre aux parents d'élèves de ne pas s'acquitter de leurs responsabilités vis-à-vis des écoles où ils ont inscrit leurs enfants. Et donc, il faut que cela soit clair pour tout le monde. La mesure du gouvernement, conformément au droit à l'éducation des enfants, conformément à sa volonté aussi de ne pas soumettre les enfants à une pression inutile qui aurait pour conséquence plutôt de les frustrer, la mesure vise à les maintenir en classe
lorsqu'il y a composition et à faire en sorte que leur dossier d'examen soit transmis. Il appartiendra aux écoles de prendre d'autres mesures pour recouvrer les frais de scolarité auprès des parents débiteurs plutôt que de mettre une pression injustifiée sur les enfants. Je pense que c'est un couteau à double tranchant parce que c'est possible qu'il y ait des parents qui pourraient profiter de cette décision. Mais il y a d'autres parents à qui ça va permettre quand même de prendre leur responsabilité et de pouvoir payer la scolarité de leurs enfants à temps pour éviter ce genre de choses. Dès que tu sais que tu dois une scolarité à un montant de ton enfant, tu dois faire le programme écoute et que tu puisses être dans les normes. Les parents qui ne supportent pas ou qui ne paient pas la scolarité de son enfant, je crois que c'est une erreur de sa part. Au Bénin, l'école primaire publique est gratuite pour filles comme garçons. L'école secondaire publique est aussi gratuite pour les filles de la 6e en 3e. L'extension de cette gratuité est en train d'être expérimentée depuis l'année dernière pour les filles du second cycle. Même dans le tumulte du monde, la vérité a besoin d'un micro. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez connectés pour la suite des programmes sur Kadara TV.